Par exemple, vous avez fait un premier film ou un deuxième film, il faut aller rechercher les festivals aussi qui ont une section pour les premiers et deuxièmes films. Donc c'est toute cette recherche-là qu'il faut faire et il faut surtout s'instaurer un budget. Ok, qu'est-ce que je peux dépenser? Ça c'est important. Puis savoir aussi, parce que vous êtes un cinéaste indépendant, des fois il ne faut pas hésiter à cogner à la porte des festivals pour dire écoutez, moi je suis cinéaste indépendant, j'ai un budget très restreint, pouvez-vous m'accorder un rabais ou un code promo? Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Bonne écoute! Clotilde, tu es distributrice au film du 3 mars et Oui. c'est une maison de distribution qui est située à Montréal. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent, vous avez, disons, principalement distribué des documentaires? Alors effectivement, on est beaucoup connu pour le documentaire. En fait, je dis toujours que c'est notre héritage, hein, parce que nous, en fait, les films du 3 mars sont nés en 2005 suite à la faillite de Cinéma Libre, qui Oui. était un distributeur indépendant aussi. Et la plupart, je dirais, des œuvres qui sont restées un petit peu orphelines, c'est beaucoup des œuvres documentaires, de documentaristes. Voilà, ensemble, ils ont décidé, pour pallier un petit peu à ce manque et à cette absence, de s'allier ensemble pour fonder les films du 3 mars. Et effectivement, on est beaucoup connus pour ça. Et Clotilde, tu es aussi présidente du conseil d'administration de Ciné Tapis Rouge. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh oui. Écoute, c'est un nouveau challenge. Je pense qu'il faut s'essayer des fois à des nouvelles choses. Donc, oui, voilà, je me lance Ciné Tapis Rouge. C'est ça pour ceux qui connaissent pas Ciné Tapis Rouge. C'est un organisme qui a la volonté, en fait, de faire rayonner, en fait, le cinéma québécois à l'étranger Ouais. par des échanges avec des pays à travers, en fait, les festivals. Donc, Exact. voilà, il y a eu plusieurs pays déjà de visiter. Ben Donc, écoute, voilà, à peu près 30 là, c'est c'est ça. c'est pas mal. Depuis 2007, c'est ça? 2007. 2007, c'est ça. Je dirais qu'on est beaucoup sollicité à l'intérieur d'une année. On est un peu devenu une référence aussi pour bien des festivals et des organismes. Alors, c'est encourageant. Mais je suis vraiment contente qu'on discute ensemble et je tenais absolument à faire cet épisode sur la distribution parce que la distribution, c'est souvent une zone grise pour bien des cinéastes. Et je le sais, là, constamment, là, je suis sollicitée par des cinéastes qui ils me demandent, bon, avec mon réseau à l'international, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que je devrais faire, surtout ceux qui auto-distribuent leurs films. Ils savent pas trop par où commencer, c'est ardu. Il faut avoir le bon matériel aussi pour bien partir. Je voudrais vraiment qu'on s'adresse à eux beaucoup à travers cette discussion en essayant de leur donner le maximum de trucs et de conseils. Mais déjà en partant, tous les spectateurs qui ont le plaisir de découvrir les films en salle, ils connaissent pas forcément le rôle d'un distributeur de cinéma. Donc, Clotilde, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le maillon indispensable entre le film qui a été tourné et la salle de cinéma? Effectivement. Oui. Moi, j'utilise toujours le symbole du petit bébé, en fait, parce que, si tu veux, les producteurs et le producteur et le cinéaste ont accouché d'un bébé et maintenant, il faut lui faire vivre, il faut le nourrir, faut lui donner un souffle. Oui. Et voilà, le distributeur, c'est celui qui va vraiment s'occuper de tout ça, de s'occuper de son rayonnement, que ce soit les festivals, que ce soit la sortie en salle, la diffusion à la télé, la relation sur les marchés aussi institutionnels, etc. Donc, voilà. Oui, OK. Donc, comment, si on parle des films du 3 mars, là, pour commencer, comment est-ce qu'un cinéaste doit se préparer avant de vous soumettre un film et comment est-ce qu'il fait pour vous soumettre un film? Comment ça fonctionne? Alors, pour nous soumettre un film, c'est très simple, hein. Depuis peu, sur notre site internet, dans la rubrique Contact, on a un petit formulaire à remplir. OK, on va sur Ouais, film du 3 mars, puis on trouve là, le formulaire. le formulaire, exact. C'est important quand même de le remplir parce que dans ce formulaire, on pose quelques questions qui sont importantes pour nous. Oui, Faut savoir, je veux dire, chaque distributeur a sa ligne artistique oui, qui peut être très différente les unes des autres, hein. Moi, c'est sûr que ma ligne artistique, elle n'est pas la même que des gros distributeurs qui vont diffuser les Hunger Games. Voilà.
Nous, on est un organisme à but non lucratif. Et ça, déjà, ça change beaucoup les choses. Oui. Qu'en tant qu'OBNL, nous, déjà, on est soutenu par différentes institutions. On a le Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec. On a aussi le Conseil des arts de Montréal. Bien sûr, Sodec Téléfilm. Donc, nous, on est assuré d'avoir un coussin, disons, assez confortable pour pouvoir travailler à l'année. Quand on choisit des films, notre premier objectif, c'est pas nécessairement est-ce qu'on va faire de l'argent avec ce film. Non. Comme je le dis, c'est un point qui est quand même, qui fait partie un petit peu de notre réflexion. Oui. Le premier point important, le film en lui-même, sa cinématographie, sa narration, son sujet, ça pour nous, ça va être important. Donc, toutes les qualités artistiques, Exactement. narratives, OK. Exactement. Moi, comme je dis souvent, je distribue pas de la saucisse, je distribue des œuvres cinématographiques, des œuvres d'art. Donc, bon, pour moi, bien dit. voilà, pour moi, c'est important. Puis pour moi, pour notre équipe, c'est important et c'est très stimulant d'avoir une qualité vraiment du film. Donc nous, par exemple, il y a un film, voilà, où il y avait un acteur très connu dans ce film-là, dans ce documentaire-là, et on a quand même décidé de ne pas le prendre parce que voilà, le projet nous semblait peut-être un petit peu faible. Ensuite, je veux dire, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Quels sont les sujets qui vous intéressent? Moi, tout sujet m'intéresse, absolument tout. Ce qui sera important, c'est peut-être le point de vue. Est-ce que vous êtes capable de m'apporter un nouveau point de vue sur ce sujet, par exemple? Donc, si un réalisateur, une réalisatrice vous approche déjà à l'étape du développement, le scénario est écrit, la personne veut aller en production. Souvent, on exige à l'artiste d'avoir un distributeur ou en tout cas, disons que tu peux augmenter tes chances d'avoir la subvention en production si tu as, le film n'est pas encore fait, donc forcément, vous vous fiez soit sur la réputation de l'artiste ou si c'est un jeune cinéaste, une jeune cinéaste, est-ce que tu conseilles à l'artiste de préparer un dossier qui décrit justement sa vision par rapport au film, jusqu'où il faut aller dans le pitch finalement pour vous montrer que le projet est intéressant? Oui. Alors effectivement, ça on le demande en général à tous, que ce soit des cinéastes qu'on connaît ou pas. C'est important pour nous en fait, plus le sujet, plus le projet est précis dans son écriture, plus nous, ça va nous permettre de voir plus clair, puis peut-être de mieux comprendre et d'envisager le projet. Ça, c'est important, par exemple, de fournir effectivement un dossier, donc un dossier qui va donner le synopsis du film, qui va donner aussi un traitement narratif, que ce soit en documentaire ou en fiction. Donc un traitement narratif, un traitement visuel et sonore aussi, et également d'avoir, comme je disais tout à l'heure, peut-être l'équipe de production et savoir aussi si le film a reçu des aides, par exemple comme les conseils des arts ou la Sodec. Et on fait particulièrement attention à soutenir davantage la relève, donc les jeunes cinéastes, les réalisatrices femmes, et les personnes, évidemment, comme on dit, issues de la diversité. Et c'est vrai que quand je regarde mon catalogue, j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir cette diversité. OK. Et je vais te faire une confidence. Oui. Certains cinéastes reprochent à certains distributeurs de faire un peu un genre de copier-coller sur leur façon de lancer des films. OK? Dans le sens où le plan de distribution est pas... Ils jugent qu'il n'est pas propre et spécifique à chaque film. Oui. Donc, toi, t'en dis quoi? Écoute, nous, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous, quand on fait la stratégie, en fait, on la fait toujours de concert avec les cinéastes, en fait, et les producteurs. Nous, on essaie de travailler le plus possible avec eux pour développer la stratégie. Donc, vous vous asseyez autour d'une même table. Voilà, c'est ça. Oui, on discute ensemble aussi de les outils promotionnels. Nous, en plus, on essaye de faire des événements pour la sortie en salle. Mais quand même, on essaye, pour moi, je veux dire, tout à l'heure, je le disais, je ne vends pas de la saucisse. Il y a des cinéastes qui ne trouvent pas de distributeur. Oui. Il y a des cinéastes qui décident pour X raisons de distribuer eux-mêmes leurs films. Bien sûr. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Parce que d'abord, c'est déjà un métier en soi d'être distributeur. Oui. Mais dans le cas où la personne doit le faire seule, qu'est-ce que tu leur suggères vraiment? Des étapes cruciales qu'il vaut mieux pas passer. Oui. Alors, je pense que avant peut-être, je pense que
La première chose, c'est d'éviter de se lancer tout feu, tout flamme dans toutes les directions. OK. Sinon, on s'épuise. Je pense que la première chose à faire, c'est une période de réflexion sur son film. Et Ouais. ça demande beaucoup d'honnêteté. Le cinéaste, alors il y a des cinéastes qui sont capables de le faire aussi, mais le cinéaste est très très proche de son film. Donc, je Ouais. pense que dans un premier temps, il faut avoir une période de distance et d'honnêteté par rapport à son film et se dire quel est le potentiel de rayonnement de mon film. Est-ce qu'il est local? Est-ce qu'il est régional? Peut-être national ou international? Par OK. exemple, si je fais un film voilà, sur mon voisin qui fait de l'art brut, bon, est-ce que ça a vraiment un potentiel international? Bon, on peut Ouais. se poser la question, tu vois. Si vous avez la possibilité, faites le test aussi avec voilà, des personnes aux alentours, si possible, qui ne sont pas vos amis, pour avoir peut-être un point de vue vraiment détaché. Je Ouais. pense que c'est bien de se poser la question du public cible. Je pense que ça, c'est très important de savoir voilà, quel est le public cible parce que, voilà, est-ce que c'est un public vieillissant? Est-ce que c'est un public très large? Est-ce que je m'adresse aux jeunes? Parce qu'effectivement, les marchés vont être différents par la suite. On va peut-être Ouais. privilégier certains marchés et moins Ouais. d'autres marchés. Il faut être honnête aussi, hein, quand on se pose ce genre de questions, parce que c'est normal qu'un cinéaste, il fait son film, puis le film, il veut qu'il soit vu partout. Donc, d'emblée, il va dire, ben, c'est public large, très large. Voilà, voilà. Et ça, tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que ça, je trouve, disons, en tant que distributeur, c'est là où il faut avoir un gant de velours, je dirais. Parce D'accord. que on a un cinéaste qui parfois a mis des années à faire son film. Eh oui, Je veux dire, à ce moment-là, il est quand même vulnérable parce qu'il a mis beaucoup de sa personne dans le film. Et donc, parfois, il a des attentes qui sont démesurées parce ouais, qu'il ne connaît pas les réalités de la distribution. Et il faut savoir à la fois l'encourager parce qu'on y croit, ouais. mais en même temps essayer de contenir toutes ses envies, lui faire comprendre voilà quelles sont les avenues possibles pour son film. Donc pour Ouais. reprendre après, donc on parlait du public cible hein, qui est quand même très très important pour ensuite essayer de le définir. Et ça c'est pas toujours évident. Hein. C'est une question que nous-mêmes des fois pour certains films on a plus de difficultés à savoir. Ok, au-delà peut-être des cinéphiles et des amoureux du documentaire, par exemple, c'est un documentaire, qui ce film peut intéresser. Et c'est pas toujours une question facile, même pour nous, les distributeurs. Est-ce que là, justement, sur cette question très importante, est-ce que c'est là où on voit finalement les distributeurs audacieux versus les distributeurs qui sont plus classiques dans leur façon de fonctionner? Parce que finalement, tu peux oser aussi essayer d'aller chercher un public qui peut-être d'emblée paraîtrait inaccessible, mais Oui, en fait, si tu bah, n'essayes pas, tu ne le sais bien pas. sûr. Bah, nous, on dit toujours, des fois, alors ça arrive pour certains films, on se dit, ce film-là, on sait déjà qu'il va intéresser tel public, Oui, parce que c'est un public en lien direct avec l'enjeu du film. c'est Mais il y ça. a aussi le public, le public qui ne sait pas que le film va l'intéresser. Et OK. ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer, on essaye d'aller chercher. Par ailleurs, par exemple, je pense souvent au public jeune. Quand on sort un film en salle, voilà, les jeunes, ce ne sont pas nécessairement ceux qui vont le plus en salle. Mm. Donc, comment on fait pour les attirer en salle? Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que cette réflexion du public cible, elle est très très importante parce qu'elle va déterminer les différentes étapes et les marchés du film. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment étudier cette question du public cible. D'accord. Pourquoi elle est intéressante aussi, elle est importante, c'est parce que ensuite l'étape suivante, c'est le matériel promotionnel, donc doit aussi séduire. Donc si vous avez un public ciblé très précis puis que vous faites un matériel promotionnel qui ne lui parle pas, et ben là vous passez à côté de ce public-là. Donc c'est très important cette étape aussi. Le matériel promotionnel, ce n'est pas une œuvre d'art. Ouais. Ça peut l'être. Hein. On voit des affiches, par exemple, qui sont vraiment très belles, qui attirent l'œil. Mais le matériel promotionnel, le premier, je dirais, objectif, c'est de vendre. Quand on fait une affiche, par exemple, alors dans les matériels promotionnels, je dirais les choses importantes, en premier lieu, c'est une affiche, Ouais. une bande-annonce,
des photos, puis un synopsis. Tout ce qui est visuel est très, très important. Et quand tu parles de photos, et moi je sais que souvent je donne ce conseil aux cinéastes, c'est fais attention quand tu es en tournage, ça vaut la peine. Tu te payes un bon photographe, ou en tout cas, si quelqu'un de la Oui, famille aussi peut être bon. Mais je veux dire, on s'entend que la photo doit être en haute résolution et c'est primordial parce que c'est inévitable qu'on va te demander des photos. bien sûr. Alors c'est très important, d'autant plus que, je veux dire, dans la société actuelle dans laquelle on vit, on est noyé sous un océan d'images. En Ouais. dehors, sur Internet, à la télévision, l'image a une importance. Je veux dire, moi, par exemple, quand voilà, je suis sur un catalogue de films, ce qui m'attire avant tout, c'est l'image. Je veux dire, on ne voit pas nécessairement en premier lieu un synopsis, on voit d'abord une image. Donc l'image est très importante. Qu'on peut s'en tirer en allant chercher une image de son film. Je sais, c'est pas Alors, l'idéal. c'est souvent, oui, c'est souvent ce qui arrive. OK. Je dirais, ce qui est peut-être possible de faire, c'est que, voilà, même si vous pouvez peut-être prendre des photos pendant la production du film, pendant le tournage, même si c'est pas nécessairement des photos du film qui était en train de se faire, que par exemple, si vous êtes documentariste, et au moins prendre une photo de vos participants. Effectivement, souvent, nous, on reçoit des photos qui sont des photos extraites du film. OK. Bon, c'est sûr que la qualité est pas toujours optimale, Ouais, c'est ça. mais voilà. Mais là encore, il faut faire très attention. C'est-à-dire, faut éviter les photos qui sont trop sombres. Faut éviter peut-être des fois des personnages de dos parce que faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas le film et qui n'a jamais vu le film. Voilà. Est-ce que cette photo-là va donner envie aux gens d'aller voir le film? Encore une fois, faites peut-être, je veux dire, c'est toujours bien de faire des tests et voilà, de montrer des photos à des gens qui n'ont pas vu le film, leur dire, OK, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te donne envie de voir le film? Et quand on parle de la bande-annonce, qu'est-ce que tu suggères en termes de Alors, durée? ben, je pourrais donner une durée, c'est-à-dire à peu près 1 minute, 1 minute 30. Ça peut même aller jusqu'à 2 minutes. J'ai même vu des bandes annonces jusqu'à 2 minutes 30. Il n'y OK. a pas de durée tellement idéale. Je pense que quand même, il ne faut pas aller au-delà de 2 minutes, 2 minutes 30, parce que même 2 minutes 30, c'est beaucoup. Mais Ouais. quand même, tout dépend du rythme de ton film aussi. Enfin, tout dépend du rythme de la bande annonce, je veux dire. Il y a des bandes annonces où au bout d'1 minute 30, c'est un petit peu long. Des fois, il y en a, au bout d'1 minute 30, ça marche très bien aussi. Donc, tout dépend du rythme et de comment est montée ta bande-annonce. Donc, c'est dur des fois de dire s'il y a une durée idéale. Je dirais en général de ne pas passer 2 minutes. Il faut savoir, par exemple, surtout pour une bande-annonce qui peut être diffusée sur les réseaux sociaux, par exemple, on sait Oui. très bien que sur les réseaux sociaux, les gens déroulent les pages, etc., voient beaucoup d'informations, voient beaucoup d'images. Ils vont peut-être s'arrêter 2, 3 secondes sur la bande-annonce, puis après, hop, ils vont changer. Donc, ce que je veux dire, c'est que les premières secondes dans une bande-annonce sont très, très importantes. C'est là OK. qu'il faut venir accrocher le spectateur. OK. Donc ça, c'est toujours très important effectivement, quand on fait une bande-annonce. On fait sous-titrer, j'imagine, sa bande-annonce et son film. Alors, tout dépend, c'est ça, on revient au public cible, Ouais. c'est-à-dire si vous ciblez un public qui est anglophone, absolument, oui. Mais si votre public cible, vous pensez qu'il est juste francophone, c'est pas nécessaire à mon avis, de le traduire en anglais. OK. Mais là, si OK, admettons, je suis une réalisatrice, je viens de faire mon film, je distribue moi-même mon film et je veux l'envoyer dans les festivals à l'international. Oui, Bon, avant de le lancer ici, en tout cas, moi, c'est un conseil que je donne souvent. J'espère que tu vas pas me taper sur les ouais, doigts, mais moi, tu sais, c'est sûr que pour moi, tu sais, tout se joue là. Je veux dire, une mauvaise distribution peut même carrément tuer un film ou raccourcir sa vie. Une bonne distribution peut l'allonger ou lui donner un maximum de chance. Je trouve que d'aller faire un petit coucou à l'international avant de revenir ici, c'est jamais mauvais. Mais à ce moment-là, le cinéaste, il est obligé d'avoir sous-titré son film ou sa bande-annonce parce qu'il va nécessairement faire affaire à des festivals internationaux qui font appel à l'anglais. Donc, oui, oui. dans ce sens-là, en fait, je posais ma question en disant, est-ce que tu ne t'aides pas un peu plus en faisant cet exercice? Oui,
Mais encore une fois, je reviens toujours quand même au public cible. Public cible. Déjà, en fait, faut savoir que le sous-titrage, ça peut être quand même dispendieux. Oui, Un sous-titrage professionnel, j'entends, c'est quand même assez dispendieux. Donc, c'est toujours important de se dire, est-ce que ça va servir mon public cible? C'est pour ça OK, que, comme je dis, le public cible, c'est vraiment une étape très importante. OK, Après, effectivement, si vous avez quand même je veux dire, je reviens toujours, par exemple, si vous avez, mettons, un documentaire avec un sujet quand même très, très québécois, très local, est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser de l'argent pour faire des sous-titres anglais en sachant que voilà, il y a peut-être peu de chances que le film ait un rayonnement international. Peut-être que les enjeux du film ne vont pas rejoindre les enjeux à l'international. Donc OK. voilà. Mais ce que je veux dire, effectivement, si vous avez un film avec un potentiel de rayonnement à l'international, effectivement, des sous-titres sont quand même importants à envisager. Exactement. Surtout si en plus vous voulez faire les festivals. D'avoir au moins une version française et anglaise, c'est très important, effectivement. Écoute, moi, je rêve au Québec qu'on ait un organisme là, qui soit dédié au sous-titrage. Là. C'est à Ciné Tapis Rouge, tu le sais, on développe beaucoup sur l'Asie. Hein. Oui, Et c'est arrivé, ben, évidemment, les films ici, nos films, les films québécois, on se les approprie parce qu'on les aime. oui, Mais bien je veux sûr. dire, quand on les présente, forcément, bon, nos collègues là-bas, nos partenaires sous-titrent, c'est ça, nos films québécois en chinois. Il y a certains réalisateurs, c'est le fun parce qu'ils ont eu en retour une copie avec les sous-titres en chinois. Bien Ils étaient sûr. vraiment contents. C'est comme une mine d'or, c'est que ça te donne des possibilités supplémentaires de revoir ta distribution en disant, waouh, j'ai une version sous-titrée en chinois, ben, je vais appliquer à davantage de festivals, peut-être qu'ils vont être très heureux aussi d'avoir un film québécois qui est déjà sous-titré. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment dans le milieu, là. Je trouve on met pas beaucoup d'accent sur le sous-titrage et pourtant, ça élargirait énormément la distribution d'un film. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, moi, comme je dis aux cinéastes, si vous me fournissez le sous-titrage Ouais, dans une autre langue, en anglais, ça ouvre des portes. C'est-à-dire que ma stratégie de distribution va être différente. Et je vais OK, pouvoir aller dans certains pays, certains marchés anglophones, voire hispaniques, s'il y a une version espagnole. oui, Donc, effectivement, ça ouvre plusieurs portes. oui, Ce qui va permettre aussi, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir appliquer à d'autres festivals avec cette version-là, c'est mais ça. aussi peut-être d'approcher des agents de vente, d'approcher des télédiffuseurs parce que vous avez la version dont ils ont besoin. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Tu parlais tout à l'heure des festivals. Je pense que c'est un des aspects les plus importants pour les cinéastes. Ouais. D'ailleurs, récemment, quelqu'un qui me disait, j'ai entendu un cinéaste dire que les distributeurs font pas d'inscription au festival. Bah, c'est faux, en tout cas nous concernant, parce que nous, on en fait. Je comprends quand même certains distributeurs qui n'en font pas parce que c'est quand même beaucoup de temps. Très peu, finalement, les fruits récoltés peuvent être maigres et les revenus encore plus. Ce que je trouve toujours un peu difficile à comprendre. Mais en tout cas, pour en revenir au festival, il faut Ouais. tout d'abord alors toujours revenir un petit peu à, OK, quel est le rayonnement de mon film? Ça, c'est toujours important. Toujours revenir au public cible Ouais. pour un petit peu essayer de définir un plan de festival. Parce que ce qui est difficile, en fait, avec cette étape, c'est qu'il y a 1 milliard de festivals. Donc, on se dit toujours, Eh OK, oui. où j'applique, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends? Même moi, j'ai encore toujours cette réflexion. Donc, c'est important peut-être d'établir de prime abord un premier plan des festivals avec un petit peu un budget. Le budget est très important parce que les inscriptions en festival, ça peut coûter très cher. Moi, j'ai vu des cinéastes mettre $2000 dans un budget d'inscription. C'est vraiment très coûteux. Ah oui, mais ça va vite. Je suis pas surprise que tu évoques 2000 $. Ah oui, oui, non, ça va vite. Ben, je reviens à ce que tu disais en tout premier, c'est de pas partir dans tous les sens. Ben, Non. ça s'applique énormément dans les festivals. C'est justement parce que tu peux te ruiner facilement, là. Donc, ce qui est intéressant peut-être, c'est que si on veut y croire un petit peu, on veut s'essayer à des gros festivals,
on peut s'y essayer, mais il faut vraiment se limiter. On s'y essaye pour voir ce que ça donne, pour voir comment ça réagit, mais si on voit qu'il n'y a pas de réaction, il faut vraiment limiter ça. Il faut aussi se dire, voilà, quel est par exemple le sujet de mon film. Je dis ça parce que par exemple, si vous avez un film qui parle d'environnement, il faut savoir qu'il y a tout un réseau de Green Film Festival, donc les festivals d'environnement. Donc, il faut prendre un peu le temps de cette recherche-là. Par exemple, il y a aussi beaucoup un réseau de films de femmes. Vous êtes une femme, vous avez fait un film, il y a tout un réseau festival qui supporte les femmes réalisatrices. Donc, ils ont des spécificités, là. Voilà, exactement. Par exemple, vous avez fait un premier film ou un deuxième film, il faut aller rechercher les festivals aussi qui ont une section pour les premiers et deuxièmes films. Donc, c'est toute cette recherche-là qu'il faut faire et il faut surtout s'instaurer un budget. OK, qu'est-ce que je peux dépenser? Ça, c'est important. Puis, savoir aussi, parce que vous êtes un cinéaste indépendant, des fois, il ne faut pas hésiter à cogner à la porte des festivals pour dire, écoutez, moi, je suis cinéaste indépendant, j'ai un budget très restreint, pouvez-vous m'accorder un rabais ou un code promo? Moi-même, en tant que distributrice, je le fais quand même. On peut sauver quelques coûts comme ça. Et puis, je dirais aussi en festival, ce qui va être important, c'est la notion de primeur. Il y a certains festivals, particulièrement les gros festivals, moins les festivals, je dirais, locaux ou nationaux, mais les gros festivals vont vouloir une primeur, c'est-à-dire présenter le film en première mondiale ou internationale ou européenne, etc. Clotilde, tu mets le doigt sur un point super important, là, parce que les gens, des fois, l'ignorent, mais tu as une sortie montréalaise, tu as une sortie québécoise, tu as une sortie nationale, tu as une sortie internationale, tu as une première mondiale. Ta première mondiale, ça doit être mûrement réfléchi, non? Ah, toujours, effectivement, toujours parce que c'est la lance de rampement du film. Voilà, c'est sûr que si vous commencez avec le lancement du film dans un très grand festival, il y aura beaucoup de lumière sur votre film, ça va attirer d'autres festivals, ça va attirer peut-être aussi des agents de vente, des distributeurs. Donc, c'est vraiment très, très important, c'est primordial. L'étape de festival doit être vraiment mûrement réfléchie. Encore une fois, c'est ça. L'étape du festival, c'est vraiment la lance de rampement du film. Donc, c'est une étape très, très importante. En plus, ce qui est intéressant dans les festivals, alors c'est très important de faire attention à la notion de primeur des festivals. Si par exemple, vous recevez une invitation d'un festival qui veut présenter votre film, j'imagine en tant que cinéaste, on a tout de suite envie de dire oui, c'est tout de suite excitant, mais attention, il faut avoir l'automatisme de se dire, si je dis oui à ce festival-là, est-ce que ça va m'empêcher d'aller à ce festival qui est quand même plus gros et qui est quand même plus intéressant? Donc, il faut vraiment avoir cet automatisme de réflexion. Ça, c'est vraiment pas une étape facile. Tout quand, je sais pas, tu distribues ton premier film, tu le mentionnes, tu as l'excitation d'avoir une sélection. C'est sûr que tu as envie de dire oui. Des fois, je veux dire, nous-mêmes, on se retrouve là-dedans aussi. On a une sélection intéressante, mais c'est pas vraiment le premier festival qu'on aurait voulu. Donc là, on essaye de communiquer avec le plus important, peut-être festival, et lui dire, écoutez, on a reçu une invitation, mais nous, on aimerait beaucoup faire partie de votre programmation. Nous savons que vous avez une primeur qui est demandée. Donc, voilà, pouvez-vous nous donner une réponse? Donc, on essaye un petit peu d'avoir un dialogue avec le festival pour essayer de voir s'il y a un intérêt. Parce que ce serait quand même dommage de dire non à un festival, puis finalement se retrouver le bec dans l'eau avec aucun festival. Donc, c'est toujours un jeu de poker aussi. Hein. Il faut essayer d'avancer ses pions comme on peut, en fait. Donc voilà, les festivals sont vraiment très importants. Donc, il y a la notion de primeur qui est très importante. Les marchés, c'est quand même aussi très important, les marchés de films, parce que c'est un moment où les divers acteurs de l'industrie sont présents. Donc, voilà, c'est-à-dire des télédiffuseurs, des programmateurs de festivals, des agents de vente, distributeurs. Donc, c'est un moment aussi où on peut justement créer des opportunités pour son film. Donc, c'est toujours intéressant quand on fait son plan stratégique de festival, de penser à ces festivals-là qui ont aussi un marché. Ce qui arrive, c'est que si le film est sélectionné, il va faire partie de la programmation et ces acteurs-là qui font partie du marché, qui
ces agents de vente, ces programmateurs, ils vont se nourrir aussi de la programmation du festival. Une zone inconfortable pour les cinéastes, souvent, c'est de se dire, OK, mais moi, je les connais pas, les festivals, je me garoche dans quel sens, tu comprends? Ouais. Mais souvent, je leur dis, allez voir sur la plateforme d'abord, il y en a plusieurs, mais Film Freeway. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, il y a des plateformes. Ouais, il y a des plateformes comme ça, comme Filmfest Plateforme, Film Freeway. OK. Pour les courts-métrages, il y a notamment Short Film Depot. Pour le documentaire, il y a Doc Film Depot. Donc oui, il y en a plusieurs. Ça, effectivement, parfois, il y a des barres de recherche qui permettent aussi de chercher par sujet. Donc Oui, c'est très important. C'est très intéressant. Et puis, mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, c'est des plateformes qui te permettent de facilement soumettre au festival parce que tu remplis en fait les données de ton film, tu crées ta fiche et après, oui, finalement, quand il y a un festival qui t'intéresse, tu as juste à cliquer dessus. Mais attention, c'est des plateformes où souvent les festivals sont coûteux. oui. Donc, faut toujours faire attention. Et je pense que des fois, rien ne vaut aussi une recherche personnelle, en fait. Par exemple, je le disais tout à l'heure, si vous avez un film, mettons, sur l'environnement, c'est toujours, il y a un gros réseau, justement. Donc, si on tape Green Film Festival, festival sur l'environnement, on va quand même trouver une bonne documentation de ce genre de festival. Donc, c'est important aussi parce qu'il y a plein, si tu veux, il y a plein de festivals qui n'ont pas de frais d'inscription et qui ne sont Oui, pas nécessairement répertoriés sur ces plateformes-là, parce que ces plateformes-là coûtent quand même quelque chose au festival. Donc, oui, le festival, il n'a pas le choix aussi de charger quand même un frais d'inscription, oui. des frais d'inscription, mais il y a plein de festivals qui ne sont pas répertoriés sur ces plateformes et qui sont gratuits. On consacre du temps à faire cette démarche qui est Il essentielle, est évidemment. essentiel, oui. Puis, C'est du temps bien investi. il y a aussi la plateforme filmdocumentaire.fr, alors qui est, en plus de donner plein d'informations sur le documentaire, offre aussi un calendrier des festivals qui arrivent, mais aussi des inscriptions en festival. Et il répertorie des Oui. festivals, évidemment, documentaires, mais aussi des festivals de tout genre où il y a du documentaire qui est proposé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Moi, je vais beaucoup rechercher là-dessus. Je trouve que OK. c'est une bonne mine d'informations. Écoute, Clotilde, Oui, je regarde le temps qui passe. J'ai 10 000 autres questions, puis je trouve ça le fun ouais. parce que j'aime ça quand on peut apporter des conseils, des trucs. C'est le but du podcast. Mais écoute, c'est une mine Ouais. d'or. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire, Clotilde? Et ça, c'est notre prise 1. Oui. Puis là, c'est vrai, on n'a pas parlé des festivals. Les festivals, je pourrais en parler encore et encore, mais effectivement, il y a plein d'autres étapes à voir, effectivement. OK, mais je vais te réinviter. Oui, avec plaisir, oui. D'accord, je vais te réinviter et suite à cette discussion, donc, je demanderai aux gens qu'est-ce qui a été pertinent. Tu sais, c'est intéressant parce que c'est un gros morceau, la distribution, là. Tu sais, hein, moi, je suis distributrice, je suis pas cinéaste, mais j'admire beaucoup, comme je parle beaucoup de vulnérabilité parce que faire un film, c'est se mettre un peu à nu aussi. Et je respecte beaucoup les gens qui osent faire ça. Puis moi, j'aime beaucoup soutenir la création. Moi, je ne pourrais pas être la créatrice, mais je soutiens beaucoup à la création. Donc voilà, et en espérant que ces conseils puissent être pertinents et puissent aider voilà, les cinéastes. Tu es très généreuse, Clotilde, et je te remercie infiniment. Eh ben écoute, merci Vanessa, à très bientôt, puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.